Alors aujourd'hui, c'est une vidéo entièrement consacrée à la vie en van, aux questions que vous m'avez posées sur Internet, notamment sur Facebook et sur Instagram. Quel est le budget? Est-ce que ça coûte cher de vivre en 4x4? Quels sont les postes les plus importants? Cuite au niveau de la sécurité, cuite au niveau des formalités chiens. Est-ce que c'est dangereux? Est-ce que c'est pas dangereux? Est-ce qu'il y a des grosses galères? Vous découvrez tout ça maintenant. Ah oui, alors une toute dernière chose, si vous aimez ce que je fais, si vous likez ce que je fais, si vous kiffez ce que je fais, n'hésitez pas, abonnez-vous, partagez et likez les vidéos. Bon, moi je gagnerai avec ça, mais en tout cas, ça me fait plaisir, ça m'encourage et ça montre que vous avez envie de voir la suite. Allez, salut, bonne vidéo. L'objectif de ce voyage, c'est de kiffer un maximum. Moi, je voulais toujours faire ça quand j'étais ado. Je rêvais de faire le tour du monde. C'est vrai que dans ma vie, j'ai beaucoup voyagé. J'ai vécu... D'abord, j'ai passé une partie de mon enfance en Allemagne. Et puis, j'ai fait mes humanités au collège Royal Marie-Thérèse à Herve, dans la région de la province de Liège en Belgique. J'ai fait mes études à l'ISTI à Bruxelles. Et puis, je suis parti... un an en Angleterre. J'étais assistant en langue française à l'université de Birmingham. Et puis je suis allé vivre au Brésil, parce qu'il faut savoir que j'ai la double nationalité, j'ai la nationalité belge et la nationalité brésilienne. Donc je suis allé vivre au Brésil, à Sao Paulo, à Rio de Janeiro, à Porto Seguro dans l'état de Bahia. J'ai fait un peu de cosmétique, j'ai été partenaire d'une multinationale partenaire, donc j'ai commencé à développer pour le marché brésilien pour une entreprise qui s'appelle Alticia, qui s'occupe de cours online, de cours de langue principalement, qui en Belgique commercialise Walang. Alors, qu'est-ce que j'ai encore fait? J'étais président de la chambre de commerce belgo-luxembourgeoise brésilienne. Donc j'ai voyagé pratiquement dans tout le Brésil. Et puis quand je suis rentré en Belgique, j'ai continué à développer ma société, qui est une école de formation en langue. Et puis voilà, donc l'objectif de ce voyage, c'est de réaliser un rêve d'ado. J'ai toujours rêvé de parcourir le monde et... j'ai hésité un petit peu entre le meilleur moyen de voyager, soit en 4x4, soit en camping-car, soit en camion, mais ça c'était pas trop pour moi. Et finalement j'ai opté pour un véhicule 4x4, d'abord un Defender, parce que c'est un peu légendaire, c'est vrai, ça tombe souvent en panne, c'est des galères, mais c'est quand même un mythe et moi j'aime ça. Et puis voilà, ça passe partout, on rencontre des tas de gens, on est plus proche de la nature et peut-être que plus tard, je voyagerai en camping-car quand la condition physique ne me le permettra plus. Donc l'objectif de ce voyage, c'est d'essayer d'aller le plus loin possible dans un tour du monde. On commence par faire le tour de l'Afrique, donc je vais descendre jusqu'en Afrique du Sud. Après ça, en fonction de la situation géopolitique, je déciderai. Pour l'instant, c'est pas évident de remonter par l'Est. Donc en Afrique du Sud, peut-être je ferai une partie de l'Est africain. Sinon, je chipperai jusqu'en Uruguay. Et de l'Uruguay, je remonterai l'Amérique du Sud par l'Ouest. Est-ce qu'on ne se sent pas seul? Non. Je dirais à aucun moment, moi, je me suis senti seul. Parce que, j'aime bien la solitude. Parce que ce voyage, ça permet aussi de se remettre en question, de réfléchir, de réfléchir un peu à son passé, à son présent, à son avenir. Voilà, donc moi, ça ne me fait pas peur parce que je suis jamais seul. En fait, j'ai des amis, j'ai des copains, on rencontre des gens. Puis il faut dire qu'on rencontre des locaux, mais on rencontre aussi des overlanders. On rencontre tous les gens qui descendent en Afrique du Sud, d'autres qui remontent, qui font le chemin inverse. Alors on est à peu près tous sur des applications identiques, iOverlander principalement. Et donc on se refile les tuyaux. Et moi j'ai rencontré des gens au Maroc qu'on rencontre tout à fait par hasard, entre guillemets, dans un campement, sur un spot. Je les ai rencontrés en Mauritanie. Donc quelqu'un que j'ai rencontré, oui, effectivement, au Maroc, je le revois en Mauritanie. Oh Léon, comment vas-tu? Léon, salut. Je pense qu'il est au Sénégal maintenant pour le moment, mais on se croise, quoi. Donc voilà, c'est un peu une grande famille, même si on ne se voit
on ne voyage pas ensemble, mais on se croise souvent et on se refile des bons plans, quoi. Et je suis persuadé que si quelqu'un a un gros problème, une grosse galère quelque part, et qu'on est dans le coin, ben, on va les aider, quoi. Donc seul, non, pas vraiment. C'est un mode de vie, hein, c'est quelque chose que j'ai choisi. Donc voilà, et j'adore ça. C'est pas toujours rose, c'est pas toujours confortable, mais on kiffe tout le temps, quoi. Alors, galère mécanique, ouais, surtout avec un DEF, hein. Si vous voyagez avec des voitures genre Toyota, c'est beaucoup plus fiable. Si vous voyagez avec un DEF, c'est un autre style de voyage, je dirais. Mais au départ, c'est un peu paniquant. Donc avant de partir de Belgique, moi j'ai vraiment fait, enfin j'ai mis un nouveau moteur, j'ai vraiment fait tout ce qu'il fallait, mais au fur et à mesure que vous avancez, bah, y a des galères. Et les galères, au départ, ça fait peur. Et puis je me suis rendu compte au fur et à mesure que j'en avais, que il y a deux choses. Un, c'est beaucoup plus facile de trouver un mécanicien qu'en Belgique, parce que tout le monde est un peu mécanicien. Moi, j'ai vu des gens, des conducteurs de camions qui, c'est tout juste, ils n'avaient pas le bloc moteur démonté au bord de la route, quoi, hein. Donc les gars s'y connaissent généralement. Des Defender, on trouve des pièces généralement partout, nouvelles ou d'occasion. Les gens qui travaillent sur les Defender connaissent leur métier. Moi, j'ai eu un problème de barillet, mais ça, c'est bon. Barillet, par exemple, on a réparé le barillet, quoi. Je veux dire, en Belgique, généralement, on vous dit, écoute, ouais, le Defender, c'est normal, les barillets, c'est fragile, il va plus, on remplace. Ben là, non. On a démonté le barillet, on a trouvé ce qui n'allait pas, on a réparé, on l'a remis et c'est nickel. Et on a même mis un relais entre le démarreur et le barillet pour que le problème ne se pose plus. On m'a même dit d'ailleurs que sur les Defender, le même problème risquait de se poser avec les feux de croisement, donc ou les gros phares. Je pense il faut aussi mettre un relais pour se protéger. Bon, moi j'ai mis des phares ou xénon pour améliorer la visibilité, donc normalement je ne devrais pas avoir ce problème-là. Mais pour le reste, voilà, j'ai eu à un certain moment le témoin d'huile qui s'allumait, c'était un faux contact. Moi j'ai trouvé un mécanicien, mais vraiment tout de suite, il est arrivé, il a ouvert, il a regardé, il a réparé ce qu'il fallait. Enfin bon, je veux dire, il m'a même amélioré certaines choses. Par exemple, moi je me souviens, j'avais un problème de, comment dirais-je, pas de ventilation, mais la ventilation était bloquée sur chaud. Et c'était impossible de le mettre sur froid, quoi. Donc quand on n'a pas la clim en pays chaud, c'est un peu galère. Puis là en Belgique on m'avait dit tu prends un tournevis, regarde, chaque fois que tu veux le mettre sur froid, tu ouvres le capot et là en 10 minutes même pas, enfin il m'a réparé ça et tout va bien, quoi. On n'a pas changé la pièce, il a réparé, quoi. Donc pour les galères, je m'inquiète pas trop. Est-ce qu'on trouve du réseau partout et est-ce facile de travailler? Moi je vais dire que quand je suis parti de Belgique, j'ai un plan chez Proximus qui me permet, Proximus c'est une société, c'est un opérateur belge qui me permet d'être comme en Belgique, n'importe où dans le monde. Alors le principe c'est quoi? C'est que donc moi j'ai pratiquement, je crois que j'ai 50 gigas de data en Belgique. Et le plan c'est que lorsque vous arrivez dans un pays hors Union Européenne, suivant le pays, vous payez 5,95 € par mois ou 11,95 € suivant le pays, par jour, pendant 10 jours. Et ensuite, c'est gratuit jusqu'à la fin du mois. Donc là, si je rentre au Maroc, par exemple, eh bien, le premier jour, c'est 5,95 €. Le deuxième, même chose, pendant 10 jours. Et après, j'ai de l'Internet illimité. Les communications locales sont illimitées. Les communications avec la Belgique sont illimitées. Les SMS aussi. Donc ça, c'est vraiment le pied. Le problème, c'est que dès que vous sortez du Maroc, la Mauritanie, Sénégal, là, ça devient 11,95 €.
Voilà, donc on présente ça en Belgique comme étant vraiment une opportunité, etc. etc. Mais en réalité, c'est des petits malins, parce que je me suis rendu compte qu'en achetant une carte Orange au Sénégal, bah, les data, ça coûte vraiment pas cher. On est vraiment des pigeons en Belgique, et Proximus, c'est les rois quand même. Donc, moralité, bah, moi, pour combien 30 €, j'ai bah, pratiquement 30 ou 35 gigas. Voilà, c'est comme ça. Je préfère acheter des puces, et puis j'utiliserai Proximus vraiment en cas de nécessité, en cas d'urgence. Donc voilà, on est vraiment des pigeons chez nous, malheureusement c'est comme ça. Mais sinon, ouais, je pense que c'est bien. Au Sénégal, en tout cas, il y a du réseau partout. En Mauritanie, là, c'est vraiment galère. Il faut dire que dans le désert, il n'y a pas beaucoup de réseau, sauf quand vous restez sur la route qui descend jusqu'au Sénégal. Là, vous avez du 3G, enfin de la 3G ou de la 4G. Mais dès que vous sortez des axes routiers, c'est vraiment galère. Maroc, vous avez pratiquement du réseau partout. Formalité pour le chien. Bah, je dois dire, je n'ai eu aucun problème. Là, pour l'instant, il faut dire que Néron est vacciné contre tout, absolument tout. Il a un passeport sanitaire vraiment complet, il a le titrage antirabique, enfin vraiment tout ce qu'il faut. Donc normalement, je ne devrais pas avoir de problème. Mais je dois dire que depuis mon entrée en Afrique, ben, on ne m'a jamais demandé de papier. Si une fois, en sortant du Maroc, même pas en rentrant, hein, en sortant, on m'a demandé si j'avais le certificat sanitaire. Bon, en fait, j'ai montré le passeport. Je ne sais même pas si le gars savait ce qu'il y avait dedans. Il a vaguement feuilleté. Il a vu qu'il y avait des cachets. Il a dit ok, c'est bon. Mais sinon, jusqu'à présent, rien. Mais bon, je pense que c'est surtout dans les pays anglo-saxons, ou en tout cas sous influence anglo-saxonne, qu'il y aura des problèmes, parce que eux, c'est vraiment des chiants. Mais à part ça, je sais pas, on verra. Jusqu'à présent, il n'y a aucun souci. Alors quand je rentrerai temporairement en Belgique, là, il faudra le mettre dans l'avion, et c'est là qu'on verra s'il y a des problèmes ou pas. Inch'Allah, comme on dit ici. La tourista. Non, je n'ai pas vraiment ce problème. Parce que, pour deux raisons. La première, c'est qu'ayant vécu au Brésil, ben, je veux dire, on s'habitue à comment dirais-je, à l'eau qu'on boit. Au début, oui, il y a quelques petits problèmes, mais après, on s'y habitue très vite. Moi, je dois dire que j'ai une gourde spéciale, c'est Eco, la marque, pour ceux que ça intéresse. Ça coûte assez cher, mais c'est un filtre très puissant qui bloque pratiquement 99% des bactéries. Et donc cette gourde te permet de boire de l'eau pratiquement de n'importe où, sauf de l'eau de mer. Mais tu peux prendre de l'eau de lac, de rivière, même si elles sont sales, c'est pas un problème. Tu la mets dans la gourde, tu la bois, c'est filtré automatiquement, ça filtre jusqu'à 3000 litres par an, et l'eau, elle ressort blanche et exempte de bactéries. Donc j'ai pas trop de problèmes à ce niveau-là, non. Sexualité. Bah, c'est marrant que vous me posiez cette question, parce que j'ai presque envie de vous dire ça vous regarde pas, c'est personnel, mais j'aurais tendance à vous dire que sexualité, bah, c'est à peu près comme vous et moi. C'est-à-dire, si vous êtes marié, ben vous faites ça avec votre femme ou votre mari ou votre compagnon, votre compagne, peu importe. C'est une sexualité normale. Si vous êtes célibataire, ben vous avez une sexualité célibataire. C'est-à-dire soit rien, soit de beaucoup, soit à gauche, à droite. Voilà. Maintenant, quand vous voyagez, c'est peut-être moins évident, mais je dois dire qu'on rencontre beaucoup de monde. Donc, principalement des overlanders, mais des gens locaux. Et puis ça se passe, parfois on fait des chouettes rencontres, et bon, moi je dis que entre quatre murs, bah, tout est permis du moment que c'est librement consenti. Donc voilà, je rassure tout le monde, ça se passe très très bien, mais pour le reste, c'est tout à fait perso, et ça vous regarde pas, mes amis. Hygiène, comment ça se passe? Ben, encore une fois, quand vous êtes en bivouac, la chose est simple.
vous êtes seul dans la nature, personne autour de vous. Donc les toilettes c'est un trou dans un trou et puis vous faites votre nécessité là et puis c'est comme ailleurs, hein. Après il y a du PQ et puis vous prenez une douche en pleine nature, ça c'est génial, la douche à poil en pleine nature. Moi j'ai 120 litres d'eau donc voilà, j'ai de quoi faire. Maintenant quand il y a des risques de voir passer des gens, on met un maillot et puis on prend sa douche, quoi. Voilà, qui n'est pas plus compliqué que ça. Maintenant, quand j'ai la possibilité, allez, mettons qu'une fois ou 2 fois par semaine, je me cale dans un camping, histoire de profiter d'une douche chaude, de pouvoir faire le plein en eau. Et puis voilà, quoi. Combien de temps le voyage? J'en sais rien, je suis vraiment en mode slow travel. J'ai pas fixé d'objectif, moi je voyage un peu comme je le sens. Quand j'aime bien, je m'arrête, quand j'aime pas, je m'en vais. Ça dépendra aussi des rencontres, ça va dépendre des endroits sympas, pas sympas. J'ai pas vraiment de limite dans le temps. Voilà, tant que je peux le faire, je le fais. Ce que je compte faire, là, nous sommes au mois de fin janvier. Donc normalement, je pense qu'au mois de mars, avril, je rentrerai en Belgique. Je laisserai le véhicule quelque part en Gambie, je pense. Pourquoi? Parce que ça va être la saison des pluies. Et j'ai vraiment pas envie de traverser l'Afrique dans les galères. De voir des routes coupées, de rester sous la pluie, ça n'a aucun sens, alors que chez moi, j'ai envie de revoir ma famille, mes copains, mes amis, et m'occuper un peu de ma maison. Et ouais, c'est important aussi. Pourquoi Belgica Around the World? Tout simplement, comme je vous ai dit, hein, je suis partiellement de nationalité brésilienne. Bon, au départ, j'avais une copine brésilienne qui allait voyager avec moi. Donc on comptait peut-être faire une chaîne YouTube, moi en français, elle en portugais. Belgique en portugais se dit Belgica, Around the World, c'est autour du monde. Voilà, donc moi ce que je voudrais faire maintenant, c'est surtout faire connaître un peu de la Belgique là où je passe. Bon, on essaie de faire chanter la petite gaïole de Jules Bocarn dans chaque pays. Ça c'est un petit peu, c'est un souvenir d'un ancien... trip en Roumanie, lorsqu'on s'occupait des villages roumains, on chantait la petite gaïole, puis je me suis dit tiens, voilà un bon souvenir. Voilà, c'est un peu anecdotique, mais c'est marrant. Donc voilà, et j'espère transporter un petit peu de notre pays là où je passe, et puis échanger un peu nos pépites culturelles. Là pour l'instant, je suis au Sénégal, je suis dans la région de Sile Saloum. C'est bien au sud de Saly, une région qui est absolument superbe. Comme toutes les plages au Sénégal, c'est pas très propre, hein. Sauf en face des hôtels où là c'est bien nettoyé, bien dégagé. Côté mer c'est bon, on peut nager, l'eau est bien impeccable, mais les plages, c'est laissé à l'abandon. Il y a beaucoup de bouteilles, de plastique qui s'est amené par le vent et la mer. Voilà, c'est comme ça. Une des questions qui revient le plus souvent, c'est la question du budget. Alors, combien ça coûte? Quels sont les postes les plus importants? Bon, on va essayer d'y répondre. C'est pas évident parce que moi, je voyage d'une certaine façon et d'autres voyagent peut-être d'une façon tout à fait différente. Alors, quels sont les postes les plus importants? Je pense que pour tout le monde, ça c'est clair, c'est le poste gasoil, le poste visa et le poste réparation mécanique. Ça, c'est globalement vrai pour tout le monde. Alors moi, en ce qui me concerne, il faut savoir que je voyage en mode slow travel. Je traverse pas beaucoup de pays en un laps de temps très court, donc ça limite le coût budget, le budget visa par mois, forcément. Je me prive pas non plus. C'est vrai que je cuisine pas mal dans mon van. Mais je dis mon van, en fait c'est mon 4x4, hein. C'est Fred. Je cuisine pas mal dans mon van, mais je me prive pas de resto non plus parce que en fait la cuisine locale elle est très bonne, il faut la découvrir, il y a d'excellentes choses.
Maintenant, il faut savoir que moi j'ai un boulot, je travaille, donc je ne fais pas de partenariat, je ne vis pas de YouTube, contrairement à certains. Et ceux qui vivent uniquement de YouTube, c'est pas toujours facile d'avoir des revenus. Donc, moi j'ai la chance d'avoir un boulot. Donc j'ai pas trop de problèmes à ce niveau-là, donc je peux me permettre quand j'en ai envie de faire des campings, de faire de temps en temps un hôtel, une auberge et de me faire des petits restos sympas. Ceci dit, je cuisine aussi en 4x4, hein, mais alors c'est principalement des choses simples pour pas trop se casser la tête, donc c'est du riz, des pâtes, du poulet, des omelettes, voilà, c'est plutôt ce genre. J'ai fait un gâteau, hein, si vous vous souvenez, en Mauritanie, c'était pas mal non plus. Donc grosso modo, voilà. Alors pour quelqu'un qui vit comme moi et de cette façon-là, je dirais que le budget tourne aux alentours entre 900 et 1400 € par mois, suivant les activités et suivant le pays. Le Maroc, c'est pas cher, la Mauritanie, c'est pas cher, le Sénégal, c'est pas cher. Maintenant, si vous voulez une vie de luxe, c'est cher.